Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'échec des négociations relatives aux élections de décembre en Libye. Réunis à Genève, les participants au forum de dialogue politique libyen étaient censés trouver un accord sur le cadre constitutionnel du scrutin du 24 décembre prochain. De son côté, le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba appelle à un respect du calendrier électoral. La réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Tigré, réunion durant laquelle les Nations Unies ont exhorté les forces de défense du Tigré à respecter le cessez-le-feu déclaré par l'Éthiopie. Et puis il sera le président du 74e jury du Festival de Cannes. Le réalisateur américain Spike Lee a été reçu ce vendredi par l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la rue gronde au Burkina Faso. Ce samedi, des milliers de personnes se sont réunies à Ouagadougou, mais aussi dans d'autres villes du pays. Les protestataires ont donc répondu présents à l'appel lancé par l'opposition et la société civile. À l'origine de leur mécontentement, la dégradation de la situation sécuritaire. Interrogé sur la nature de cette mobilisation, le chef de file de l'opposition, Eddy Komboigo, a déclaré qu'il s'agissait d'une marche patriotique en vue de soutenir les populations déplacées ainsi que les forces de défense et de sécurité. Depuis l'attaque de Solane, les Burkinabés laissent éclater leur colère dans les rues en dénonçant l'inaction des autorités. Des protestations qui ont abouti à un léger remaniement ministériel opéré ce 30 juin. Dans l'actualité également, la Libye de nouveau confrontée à un blocage politique. À Genève étaient réunis sous l'égide de l'ONU les membres du Forum de dialogue politique libyen. Au programme des discussions, notamment la tenue des prochaines élections prévues pour le 24 décembre 2021. Mais ces négociations se sont finalement soldées par un échec. Les participants n'ont pas pu s'accorder sur les textes qui doivent encadrer ce scrutin. Certains ont même remis en cause le calendrier électoral. Je vous propose d'écouter à ce sujet Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Nous souhaitons que toutes les parties prenantes libyennes travaillent ensemble pour aboutir à un consensus et pour le bien des Libyens. Nous avons encore un peu de temps jusqu'en décembre et nous continuerons à faire tout notre possible pour travailler avec les belligérants et s'assurer que ces élections se déroulent dans une atmosphère ouverte, transparente et crédible. Un échec des discussions qui a aussitôt fait réagir le chef du gouvernement libyen. Le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba a en effet demandé à ce que les élections soient organisées dans les délais prévus. La Zambie rendait ce 2 juillet un hommage vibrant à son Gandhi africain. Les funérailles nationales de l'ancien président zambien Kenneth Kaunda se sont tenues à Lusaka. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement, parmi eux le président sud-africain Cyril Ramaphosa, mais aussi son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Nathalie Mo. L'émotion au rendez-vous des obsèques du premier président de Zambie, Kenneth Kaunda, ce 2 juillet 2021 à Lusaka. Des centaines de mouchoirs blancs en l'air pour rendre hommage au père de l'indépendance de ce pays d'Afrique australe. Un symbole pour l'homme de paix surnommé le Gandhi africain. Aujourd'hui, je rends hommage à un géant, un baobab, le dernier des pères fondateurs, celui qui a conduit des peuples au-delà de celui auquel il appartenait, à l'indépendance. Si ce n'était grâce aux efforts altruistes des hommes de sa génération, je ne serais pas ici devant vous ce jour. Sous Kenneth Kaunda, la paix et l'unité étaient les valeurs les plus importantes. Notre devise « Une Zambie, une nation » concentre l'idéologie de Kenneth Kaunda, selon laquelle aucun développement national n'est possible sans union. Au-delà de la Zambie, c'est le continent africain tout entier qui a perdu une personnalité connue pour sa sagesse. Kenneth Kaunda a pris une part active aux luttes anti-apartheid dans toute l'Afrique australe en prônant le socialisme et la non-violence. Kenneth Kaunda a également été là à l'aube du multipartisme dans son pays, un système politique qui va lui coûter le pouvoir en 1991.
Kenneth Kaunda avait fait de l'éradication de la pauvreté, de la lutte contre les maladies et de l'éducation son cheval de bataille. C'est pourquoi, sous son leadership, des hôpitaux ont été construits à travers le pays. L'Afrique a perdu un panafricaniste, un libérateur, un visionnaire qui a consacré sa vie entière au développement et à l'indépendance du continent africain. Il était un exemple d'humilité et de sagesse, une source d'inspiration. À l'échelle de l'Afrique, le défunt président Kaunda était le porte-étendard de la liberté du peuple de notre grand continent. Décédé à 97 ans, Kenneth Kaunda, né de parents malawites, représentait à lui seul l'image d'une Afrique libre de limitations imposée par des frontières physiques et idéologiques. La présence de plusieurs dignitaires étrangers africains à ses obsèques montre le poids de son héritage politique pour le continent tout entier. Dans le reste de l'actualité, la réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi sur la situation au Tigré, sa première réunion depuis novembre dernier, réunion durant laquelle la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary Di Carlo, a exhorté les forces de défense du Tigré à respecter le cessez-le-feu déclaré par l'Éthiopie. Un cessez-le-feu proclamé ce 1er juillet, soit quelques jours après la prise de la capitale régionale Mekele par les rebelles. La diplomate a également déclaré que ce cessez-le-feu faciliterait non seulement l'aide humanitaire, mais qu'il constituerait aussi le point de départ d'une sortie de crise. Je vous propose de l'écouter. L'annonce du cessez-le-feu offre une opportunité que toutes les parties au conflit, y compris le TPLF, doivent saisir et exploiter. À cet égard, nous exhortons les TDF à approuver le cessez-le-feu immédiatement et complètement. La communauté internationale doit continuer d'appeler à un cessez-le-feu permanent qui doit être respecté par toutes les parties. Nous devons exhorter les dirigeants éthiopiens à œuvrer rapidement pour établir l'unité nationale par le biais d'un processus de dialogue et de réconciliation inclusif. Encore une fois, la récente indication du gouvernement de son intention de le faire est positive. Toutes les parties doivent garantir le passage en toute sécurité des travailleurs humanitaires pour la poursuite de la livraison de fournitures. La destruction du pont de Tekese le 1er juillet a effectivement coupé le Tigré central du Tigré occidental, fermant une artère vitale pour l'aide humanitaire. Un cessez-le-feu observé par toutes les parties faciliterait non seulement la fourniture d'une aide humanitaire, mais serait également un point de départ pour les efforts politiques nécessaires pour trouver une issue à la crise. Le conflit au Tigré est le résultat de griefs politiques profondément enracinés qui ne peuvent être résolus que par le dialogue et un processus politique crédible. Et sachez que parallèlement, la crise alimentaire s'aggrave au Tigré. L'ONU estime en effet que plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine. Des chiffres donnés par le secrétaire général adjoint par intérim aux affaires humanitaires de l'ONU, Ramesh Rajasingham, qui a également ajouté que 33 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. L'Afrique confrontée à une forte recrudescence des cas de coronavirus, un rebond épidémique inquiétant dû notamment à la propagation du variant Delta recensé jusque-là dans 16 pays africains selon l'Organisation mondiale de la santé. Entre la propagation des variants et la lenteur de la campagne de vaccination sur le continent, les obstacles sont nombreux pour les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Marie-Raphaël Antolo. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Africa CDC, fait état d'un total de 52 millions de tests Covid-19 déjà effectués sur tout le continent, et ce, malgré l'insuffisance de ressources financières pour approvisionner le continent tout entier. Toutefois, des équipes ont été mises au point afin d'assurer le renforcement des capacités des personnels de santé sur la vaccination Covid-19. Le continent enregistre par ailleurs 700 vaccinateurs formés à ce jour. Afin de trouver le financement nécessaire pour s'approvisionner en vaccins, nous nous sommes rapprochés de la Banque mondiale au nom des États membres et nous les avons amenés à s'intéresser à notre projet, ce qui a d'ailleurs été un succès. Cependant, ce qui a été moins réussi était l'indisponibilité des vaccins. La somme d'argent que possède un pays importe peu, car il ne peut s'approvisionner en vaccins.
Il est clair qu'il n'y avait pas de vaccin pour 2021. Ainsi, la plus grande opportunité que nous avons est celle de profiter des usines que nous possédons pour produire des vaccins. D'après des analystes, l'achat global des vaccins est centré sur les offres des fournisseurs indiens qui se font un fort pourcentage dans le marché de l'offre du vaccin. Selon des experts, cette situation décourage les investisseurs africains qui souhaitent financer la construction des institutions spécialisées dans les domaines sanitaires et notamment dans la production de vaccins. Je suis ici pour donner les faits. Nous nous sommes débattus pour avoir des vaccins parce que nous n'avions pas nos propres moyens de production. Les pays avec les moyens de production de vaccins ont émis des barrières. Ils veulent d'abord des vaccins pour leur propre population. D'après un envoyé spécial de l'Union africaine, l'Afrique ne parviendra à efficacement combattre le virus de la COVID-19 que si elle parvient à faire vacciner 60% de sa population. Environ 400 millions de doses ont à ce jour déjà été achetées. Le réalisateur américain Spike Lee se rapproche de plus en plus du continent africain, notamment du Cameroun, où il devrait se rendre en 2022 dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Information confirmée ce vendredi par Spike Lee lors de sa visite à l'ambassade du Cameroun à Paris, un sujet de la rédaction. Ici, le célèbre réalisateur américain Spike Lee en visite en France. Il est reçu à Paris à l'ambassade du Cameroun. Lui, qui revendique de plus en plus ses origines africaines, a annoncé son intention de se rendre sur le continent en 2022. Et c'est le Cameroun qui sera sa destination au mois de janvier, durant la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant la dernière Coupe du Monde, j'étais à Los Angeles et j'ai pu dîner avec l'équipe nationale du Cameroun. Si Dieu le veut, je serai au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. J'espère d'ailleurs que le Cameroun la remportera. Son intention de partir au Cameroun, un voyage mémoriel, lié au désir de retrouver ses racines. Un retour au pays de ses ancêtres, cela a été rendu possible par un test ADN qui lui a permis de découvrir ses origines africaines. Je pense que tout a réellement commencé avec le film Racine d'Alex Haley, qui a poussé de plus en plus d'Afro-Américains à vouloir véritablement établir un lien avec leurs origines africaines. Et aujourd'hui, la science le permet. C'est l'une des choses les plus marquantes de ma vie et je me le répète souvent, lorsque j'ai reçu les résultats de mon test ADN, j'ai découvert que du côté maternel, mes origines sont de la Sierra Leone et du côté paternel, mes ancêtres viennent de la région correspondant à l'actuel Cameroun. Aux États-Unis, les Afro-Américains sont nombreux à faire ces tests ADN pour établir leur provenance. Ces tests sont une nouvelle opportunité de se réapproprier leur histoire et leurs racines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.